pour me présenter un peu, je m'appelle Manon, j'ai 31 ans et j'ai fait des études d'anthropologie, mais il y a un petit moment déjà. Et mon métier, c'est de créer du contenu sur Internet, de vulgarisation scientifique. Donc en gros, je vais expliquer aux non-initiés des recherches scientifiques que mes années d'études m'ont appris à lire et à comprendre finalement pour les rendre accessibles à ceux pour qui ça l'est pas forcément, soit parce qu'ils n'ont pas spécialement fait d'études dans le domaine et du coup maîtriser tout le charabia scientifique de tous les domaines spécifiques universitaires, c'est un peu compliqué, ou pour expliquer les concepts, les auteurs, le vocabulaire spécifique et tout ça, parce que c'est souvent des sujets de niche, pas très visibles en plus pour le grand public, ou alors pour faire découvrir des champs d'études pas très connus, des avancées dans la recherche. Enfin, bon, bref, je pense que tout le monde sait ce que c'est que la vulgarisation scientifique de toute façon. Et la vulgarisation scientifique, moi je trouve que c'est trop bien parce que chez nous, où le savoir est soi-disant gratuit et accessible à tous et tout ça, et que nenni, hein. On peut voir que le savoir en général, il ne reste accessible qu'à ceux qui l'ont déjà. Et moi, si demain je me posais des questions sur comment fonctionnent les atomes, les particules ou un autre concept de physique quantique à laquelle je connais que dalle, je serais ravie de pouvoir écouter de la vulgarisation scientifique parce que si j'y allais toute seule, je me retrouverais vite soit à rien comprendre parce que j'ai pas les bases, soit à lire des conneries parce que je ne sais pas qui sont les auteurs, les consensus de la discipline et autant je lirais des articles de gros charlatans. Donc la vulgarisation scientifique, c'est trop bien, c'est un travail de traducteur et moi la langue que je parle c'est celle de l'anthropologie et de l'ethnologie que j'ai étudiée à Montpellier où j'ai passé un master en 2017 avant de partir en Australie pour faire, dans l'espoir de faire une thèse financée, même si mon directeur de recherche m'en avait découragé avant, parce que mon terrain se serait fait dans le Pacifique, puisque je travaillais sur les modifications corporelles irréversibles. Et spoiler alerte, j'ai pas trouvé de financement, parce que nulle part dans le monde, l'anthropologie, la recherche fondamentale tout court, ça intéresse pas grand-chose, pas grand monde, parce que ça ne génère pas d'argent et en plus ça risque de générer des gens qui pensent et donc potentiellement qui peuvent amener des arguments sur des systèmes qui ne fonctionnent pas et pire encore s'organiser. Bref, on n'injecte pas d'argent dans ce genre de recherche, donc c'est impossible en anthropologie de faire des recherches financées. D'ailleurs, des fois, quand je parle avec des amis chercheurs dans d'autres sciences, ils trouvent ça ouf qu'on puisse passer des années de recherche sans être payé. Et comme je viens d'un milieu modeste en termes de capital économique, en tout cas, je me suis retrouvée un peu coincée. Donc j'ai été barmaid / chercheuse de terrain pendant très longtemps et ça a été un peu compliqué. Et du coup, il a fallu trouver une autre idée pour faire ce qui m'intéresse. Et avec le temps, force a été de constater que ce n'était pas tant le milieu universitaire, qui souvent est un peu un entre-soi, mais bien le milieu de la vulgarisation. Parce que si mes opinions politiques et humaines ne sont pas exposées assez clairement pour l'instant, je crois qu'il faut un petit peu se révolter face à certaines inégalités, au racisme, à l'intolérance, à la violence, et comment faire si on ne peut pas comprendre dans quelle structure ces pensées-là se construisent, comment faire, pour utiliser un terme woke, pour déconstruire ou plutôt reconstruire quelque chose dont on n'a pas idée des structures. On ne peut pas, sauf avec, par exemple, des outils comme l'anthropologie, qui peut-être pour beaucoup servent à rien, mais en réalité servent à démonter absolument toutes les structures sociales qui nous entourent pour un peu les comprendre et donc éventuellement les réorganiser. Et même parfois dans certaines sciences moins sociales et humaines, comme je ne sais pas, la biologie ou des sciences telles, l'anthropologie est très très utile parce qu'elle peut démontrer les prismes sociaux qu'on peut avoir sur les recherches qu'on peut faire. Voilà. On va passer à qu'est-ce que c'est que l'anthropologie exactement maintenant. Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà. C'est l'étude de l'humain. Ouais. Ouais, voilà. Littéralement, c'est étude de l'homme. Et concrètement, c'est essayer de comprendre ce que sont les êtres humains, donc de la plus petite unité, de la plus petite échelle, un clan ou une tribu, à Nous sommes Charlie, voilà, par exemple.
Et pour faire ça, on va rechercher en fait des universaux. Donc ça veut dire des points communs à tous les êtres humains, des règles qu'on peut retrouver dans toutes les cultures et qui pourraient donc nous aider à définir ce que c'est qu'un être humain. Et est-ce que là, comme ça, de but en blanc, il y en a qui sauraient définir ce que c'est culturellement qu'un être humain? Quel est le point commun culturel à tous les êtres humains? Je pense que le point commun dans toutes les cultures, l'inceste reste interdit. Le tabou de l'inceste, ouais. Bah, c'est super parce que c'est de ça dont j'avais parlé. Ouais. Je crois que c'est une des rares choses, je pense, que c'est commun à toutes les cultures. Ouais. Bah, c'est un peu ça, mais vous allez voir qu'après, en fait, il n'y en a pas vraiment beaucoup, hein, des points communs à toute l'humanité. Et donc, c'est notre cher Claude Lévi-Strauss, le bien connu, un des anthropologues dont je pense à peu près tout le monde a déjà entendu parler, là un petit peu plus jeune, qui a dégagé comme règle commune à toutes les cultures le tabou de l'inceste, l'interdit de l'inceste. Sauf que l'inceste est pratiqué. Et pas qu'un peu. C'est 6 à 30% des enfants qui subissent l'inceste. Et du coup, de dire que c'est un interdit, ça rend ce problème silencieux. Et donc, il y a très peu de recherches dessus. Il y a une seule anthropologue qui a travaillé dessus depuis qu'en 1976, M. Claude Lévi-Strauss a donné cette structure-là. C'est un autre sujet. C'est typiquement le genre de sujet dont je parle sur la chaîne YouTube. Mais pour en revenir à qu'est-ce que c'est exactement que l'anthropologie, il va y avoir 3 aspects à la discipline communément reconnue, on va dire. Donc il va y avoir d'abord l'ethnographie, qui consiste à aller sur le terrain récupérer des données. Donc là, c'est Alice Cunningham Fletcher qui est allée enregistrer les chants des natifs dans les années 1880, quelque chose comme ça. Là, c'est, je sais pas, c'est des gros blancs, enfin, je sais pas qui c'est. Après, on va avoir l'ethnologie, donc c'est plutôt des analyses des données qu'on a récoltées sur les terrains. Donc ça, c'est Franz Boas. Et là, c'est aussi Franz Boas, mais du coup, d'abord, il est là, et après, il fait ça. Et après, on a l'anthropologie, donc, l'éminent Philippe Descola, qui consiste à tirer une conclusion à partir de toutes les analyses qu'on a pu faire en ethnologie. Donc c'est un peu le travail comparatif final. Après, entre parenthèses, la distinction entre ethnologie et anthropologie, il y a un peu un consensus comme ça, mais ce n'est pas non plus officiel. Il y a plein de gens qui pensent qu'anthropologie, enfin plein de chercheurs, qui considèrent que le mot anthropologie, c'est juste la francisation de anthropology en anglais. Mais ça ouvre à parler de linguistique, et je ne maîtrise pas du tout. Hein, donc on va s'en tenir à la définition communément admise que je viens de vous donner. Voilà. Il n'y a pas aussi les os humains, les génomes humains ne sont pas aussi utilisés dans l'anthropologie? Anthropo-paléo, je crois. Anthropo, de toute façon, ça veut dire de l'homme, donc je pense que ça peut s'appliquer. Et du coup, ça serait quoi de l'ethnologie? Non. L'anthropologie, il y a vraiment cet aspect où on va quand même travailler sur des données de terrain. Mais de toute façon, j'y arrive. J'y arrive. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent aussi se demander quelle est la différence entre l'anthropologie et la sociologie. Notre cher... merci, Bourdieu. Parce que c'est finalement assez proche, l'anthropologie et la sociologie. Dans le sens où on va travailler quand même globalement sur des sujets qui sont assez similaires. On va utiliser souvent les mêmes sources, mais il va y avoir vraiment une démarche différente, dans le sens où la sociologie, elle va beaucoup plus se spécialiser dans l'étude de l'individu dans une société. Elle est beaucoup plus spécialisée, elle s'attache à des phénomènes assez isolés, comme par exemple le pourcentage de divorces comparé au pourcentage d'adultères pour en tirer une statistique sur le nombre de divorces selon le nombre d'adultères. Alors que sur un même sujet, les anthropologues vont aller chercher dans des mécanismes sociaux, religieux et institutionnels qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver à se marier, à commettre l'adultère, à ne pas tolérer l'adultère et à rompre un mariage, par exemple. L'anthropologie essaye plutôt de comprendre pourquoi, dans le sens de choses relativement invisibles, de mécanismes sociaux, de choses qui sont finalement beaucoup plus fortes que nous,
de ce qui finalement serait ou ne serait pas de l'ordre de la nature humaine. On en revient à cette idée de qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains. Autre exemple, les sociologues vont relever qu'en Europe, les filles quittent le foyer plus jeunes pour être plus vite indépendantes, et les sociologues vont analyser cela comme un moyen d'échapper au contrôle social des parents qui s'ajoute à un contrôle social global des filles qui est épuisant, et par conséquent, les filles vont s'enrichir moins dès le départ de leur vie autonome parce qu'elles vont être obligées de vivre des situations précaires en étant par exemple étudiantes plus jeunes salariées. Sur une même situation, ce qu'un anthropologue va analyser, c'est que la société où on observe ce phénomène va être une société empreinte de traditions patriarcales et patrilinéaires, où c'est traditionnellement la fille qui va quitter son clan d'origine pour rejoindre celui d'un conjoint et pour finir par appartenir à l'autre clan, donc prendre le nom de l'homme, etc. Vivre dans la maison dont lui ou sa famille est propriétaire, et ainsi de suite, et que donc on n'est pas vraiment sur un choix arbitraire, mais plutôt sur un héritage d'une construction culturelle qui s'est inscrite dans un schéma assez inconscient. Que en fait, c'est un prisme de construction du réel qui emmène là beaucoup plus qu'un choix vraiment volontaire. Donc c'est assez complémentaire, l'anthropologie et la sociologie, parce que ces deux analyses sont nécessaires pour comprendre le phénomène. C'est toujours mieux de toute façon d'avoir deux vues pour maîtriser un sujet. Mais vous pouvez voir quand même que c'est plutôt différent dans la manière d'analyser la construction d'un phénomène. Et un sociologue, il va s'appuyer en général sur des pourcentages, des majorités, alors qu'un ethnologue, il peut s'appuyer sur une ethnographie comparée de quelques familles, de seulement quelques individus au sein d'une société, et pas forcément une majorité, puisque finalement, l'influence du social, des structures sociales, est globale dans toutes les sociétés données, donc on n'a pas besoin d'avoir une statistique majoritaire pour faire de l'ethnographie. Voilà. La science de l'anthropologie, elle a des contours historiques qui sont difficiles à retracer parce qu'on s'intéresse aux autres depuis toujours. Voilà. On a toujours voyagé, on s'est toujours rencontrés les uns les autres, en essayant plus ou moins, selon les époques et les cultures, de se comprendre, parfois pas du tout, ou de se faire comprendre aussi, ça par contre souvent. Et en fait, on est un peu tous anthropologues et depuis toujours. Et chez tous les peuples de tradition écrite, que ce soit les Chinois, les Byzantins, les Incas, les musulmans, qui vous voulez, on a des textes très anciens qui décrivent ou analysent les autres cultures. Au sens académique, disciplinaire, très universitaire, on peut dater la naissance de l'anthropologie vers 1850 avec la création des premières sociétés d'anthropologues en France, donc ça, c'en est une, où en fait à l'époque on regroupe plein de spécialistes. Donc parmi ces mecs-là, il va y avoir des médecins, des naturalistes, des philosophes, etc. Et ce qu'ils essayaient de faire, c'était d'analyser les cultures des autres sociétés, et plus précisément des sociétés qui n'avaient pas le même mode de vie, on va dire, que nous. Mais attention, parce que l'anthropologie, c'est pas seulement s'intéresser aux autres et à ceux qui sont différents. Ce monsieur-là, Hérodote, à l'Antiquité, il écrivait sur les barbares, donc les non-grecs, et il a fait un inventaire d'une vingtaine de peuples de l'Antiquité, donc ça c'est le monde selon Hérodote, quoi, où il a décrit leurs vêtements, leur rapport à la guerre, leurs croyances, leurs coutumes, etc. Mais Aristote, à la même époque, il a fait un peu la même chose, mais sur le monde grec lui-même, en fait, où il a étudié les structures des systèmes de parenté. Parce que c'est un peu ça le piège qui peut mener à l'ethnocentrisme, c'est de penser que l'anthropologie, c'est analyser les autres, alors que ça peut tout à fait être nous analyser nous-mêmes, en fait. Et les textes anciens dont je vous ai parlé juste avant, au-delà d'être une source d'information capitale sur comment était tel ou tel peuple, c'est surtout une mine d'or et une vraie source d'information sur comment une culture en perçoit une autre, beaucoup plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, tous les textes là, des missionnaires qui sont partis en Amérique ou dans le Pacifique il y a quelques siècles et qui ont écrit sur les populations autochtones locales, alors effectivement, ils ont donné des ressources précieuses pour l'anthropologie, vu qu'on a buté tout le monde en plus. Donc,
Mais leurs textes sont quand même remplis de préjugés moraux et religieux, et on sait très bien qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre quand ils décrivent des autochtones d'Amérique comme n'ayant pas d'âme, étant des animaux, enfin, un truc comme ça. Donc ce qui est surtout intéressant, c'est que voilà, ces vieux textes, ces premières ethnographies, elles nous aident à comprendre comment on se percevait les uns les autres. Au XVIIIe siècle, ça y est, l'anthropologie, c'est officiellement une science universitaire et tout, et l'un des premiers courants de pensée qu'on va rencontrer, il s'appelle l'évolutionnisme. Et à ce moment-là, on voit les autres, donc les aborigènes, les autochtones d'Amérique, les Maoris, etc., tous les peuples en fait, qui vivent dans des mondes extra-européens, on pense qu'ils sont primitifs. Voilà, c'est les mots qu'on utilise. Qu'ils vivent comme nous, on vivait avant, à l'âge de pierre, par exemple, et qu'ils ne sont pas aussi évolués que nous. Et le postulat de ces premiers temps de l'anthropologie, donc du courant évolutionniste, c'est qu'il y aurait des lois qui expliqueraient l'évolution des sociétés et que l'évolution se ferait étape par étape et que chaque société en est à une étape différente. Est-ce que ça vous choque? Un peu? Ouais. C'est raciste, carrément. Ok, on est d'accord. Ouais. C'est pas étonnant, mais ça a la peau dure. Ça a la peau vraiment dure parce que... en fait, Darwin, il s'est inspiré des anthropologues. Ouais. C'est un fun fact en passant, mais il y a beaucoup d'anthropologues qui pensent qu'ils sont... Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que les premiers anthropologues se sont inspirés de Darwin, alors qu'en fait, Darwin s'est inspiré des premiers anthropologues pour sa théorie de l'évolution. Les critères que vous avez utilisés pour l'évolutionnisme, c'est quoi? C'est des critères technologiques, un peu comme ce qu'on a... Donc en fait, il y a plusieurs aspects de voir ça. Après, moi, je vais vous décrire ce qu'un anthropologue il a donné. Mais celui dont, par exemple, s'est inspiré Darwin, c'est un mec qui considérait qu'il y avait 3 étapes à l'évolution en termes de spiritualité. Donc d'abord, il y aurait la magie, après les polythéismes et après les monothéismes. C'est méga raciste, hein, franchement. Voilà. Ouais, voilà. Mais il y a eu plein d'autres manières de découper le truc. Et c'est vrai que globalement, c'était quand même sur le progrès technique et parfois sur le progrès intellectuel, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais en même temps, la théorie de Darwin au niveau de la biologie, elle est complètement caduque d'une certaine manière. Il postulait en fait qu'il y avait des descendances d'espèces, par exemple l'homme qui descendait du singe, qui était plus connu. En fait, maintenant, on considère que toutes les espèces ont évolué, toutes de la même manière, mais de manière comme les branches d'un arbre. J'y viens, parce que justement, ce que j'allais vous dire, c'est que la théorie de l'évolution de Darwin, elle est... c'est un schéma que j'ai trouvé, mais où on voit que c'est en arborescence, en fait. Il n'y a pas une ligne directe. Alors que celle de nos potes anthropologues, elle est extrêmement linéaire, quoi. Voilà. Et en plus, le stade final, l'aboutissement final, c'est la société blanche occidentale de nous. Hein. C'est le stade civilisé supérieur. Parce qu'en fait, il y a 3 stades, et ça, c'est la théorie d'un mec qui s'appelle Morgan, donc c'est lui, qui était là un peu avant Darwin, il me semble. Et donc lui, sa théorie, c'est qu'on va avoir les sauvages, les barbares et les civilisés, chacun divisé en 3 sous-stades, avec donc les inférieurs, les moyens et les supérieurs. Voilà. Et en fonction des innovations techniques qu'on va avoir, on va passer d'un stade à l'autre. Donc être un sauvage inférieur, c'est maîtriser la cueillette et le langage. Donc c'est juste après l'animal. Voilà. C'est comme ça qu'on pensait à ce moment-là. Donc en plus, à ce moment-là, on est en 1800, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, quoi. Ouais. Le sauvage moyen, c'est le feu et la pêche, et donc ce sont nos amis les aborigènes. Voilà. Donc vraiment le deuxième stade après l'animal, quoi. Hein. Le sauvage supérieur, c'est l'arc et les flèches, nos petits copains d'Amérique du Nord. Le barbare inférieur, c'est la poterie. Le barbare moyen, la domestication des animaux. Le barbare supérieur, l'utilisation du métal. Et ensuite, on rentre chez les civilisés. Donc le civilisé inférieur, c'est l'écriture. Le moyen, c'est l'agriculture à grande échelle. Et le supérieur, c'est l'industrie et l'art, évidemment. On est d'accord pour dire qu'ils ont fait
caca dans la colle, les évolutionnistes, mais leur idée, à ce moment-là, en fait, elle n'est pas dégueu, parce que ça vient, la pensée qu'ils essayent de défendre, c'est que l'espèce humaine est unique. Et en fait, ils s'opposent à ce moment-là à l'idée de race, d'une certaine manière. Mais à l'échelle de leur époque, quoi, on va dire. Le problème dans leur pensée, c'est que donc ils ont cherché à penser en termes de progrès technique, sauf que le progrès technique, c'est notre truc à nous. Voilà, c'est vraiment, on est les maîtres des machines, c'est ça notre kiff. Et du coup, comparer des sociétés du monde en termes de progrès technique, eh bien, c'est ethnocentriste. Et les anthropologues qui arriveront plus tard vont se battre contre ça, notamment Claude Lévi-Strauss dans Race et Histoire, que si vous n'avez pas lu, c'est indispensable, ça devrait être en 6e, tout le monde devrait le lire, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, on est toujours un peu victime de... On ne se rend pas compte, mais on est toujours un peu victime de cette pensée un petit peu ethnocentriste, parce que dès qu'on ne sait pas expliquer ce qu'une société, ce qu'une population peut faire, et encore plus une population qui potentiellement appartient au passé, on va dire que c'est un mystère. Et même parfois, on ne veut tellement pas admettre qu'on ne comprend pas qu'on va partir sur des délires type théorie d'aliens et de l'or en haut des pyramides et tout ça. Donc avec par exemple les sphères mégalithiques du Costa Rica, qui seraient un mystère, mais pourquoi, je ne sais pas, les pyramides, etc. Et en fait, il serait peut-être juste temps d'admettre que y a des trucs qu'on ne comprend pas, il y a des trucs qu'on ne sait pas faire, on n'est pas les plus intelligents du monde, et effectivement, il y a des sociétés qui ont fait des trucs, qui ont eu des compétences qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cet exemple, mais Amérique précolombienne, société maya assez classique, mégalopole de ouf, toutes connectées en réseau, hyper cartographiées, agglomération gigantesque, système politique très complexe, il y a plein de chercheurs en géopolitique qui travaillent encore sur les systèmes politiques du monde maya, réseau routier extrêmement élaboré, agriculture ultra technique, écriture, maths à très très haut niveau. D'ailleurs, le zéro chez les Mayas maîtrisé 2000 ans minimum avant qu'on le découvre en Inde. La mode, etc. Enfin bon, bref, ils avaient tout ce qu'on peut considérer comme étant d'une société très développée, entre guillemets. Les Mayas, ils ne connaissaient pas la roue. Voilà. Et l'Empire Maya, je ne sais pas si vous avez... Je trouvais une petite frise des inventions, là. Ah, je vais me servir de ça. Alors, ouais. La roue, elle est où? Elle est... Tac, elle est là. Donc, moins 3500. Le début de l'Empire Maya... moins 2500, à plus 1250. Donc sur une frise des inventions, ça n'a aucun sens. Même chose, mais l'inverse, avec la navigation, par exemple, pour les Polynésiens. Nous, la navigation, ils nous l'ont mis où, là? Je le trouve plus. Ah ben, juste là, tac. Moins 1100. Je pense qu'on peut les mettre... Oula, tout là-bas, pour les là, pour les Polynésiens. Donc voilà. Ce genre de frise n'a absolument aucun sens. Et des exemples comme ça, en vrai, on peut en citer plein. Et par exemple, la pharmacologie en Amérique, je crois que 70% de ce qu'on a dans nos pharmacies, on l'a chopé en Amazonie, hein, et ils avaient des connaissances sur certaines plantes. J'avais lu des chiffres, les chiffres varient, hein, mais alors, est-ce que quelqu'un sait combien de plantes on maîtrise en pharmacologie à peu près en Europe? Je ne sais plus non plus, mais il me semble que c'est moins de 10 000. Et genre beaucoup moins que 10 000 même, hein. Peut-être, tu sais pas, peut-être 2 000 ou 3 000, un truc comme ça. Alors que là, on est sur du 37 000 à 40 000. Voilà. Du coup, voilà, donc l'anthropologie universitaire, elle démarre pleine de très très bonne volonté, hein, en s'opposant à l'idée de race, mais avec l'évolutionnisme, pas ouf sur 20, quoi. Mais la science avançant par paliers et en sautant, réfutant, très vite on démonte le projet, on part vers d'autres formes d'études des sociétés. Et d'ailleurs, si vous faites des recherches rapides, vous trouverez que c'est monsieur Franz Boas qui a été l'anthropologue qui a rejeté l'évolutionnisme. Mais la vérité, c'est que c'est grâce à ses deux élèves, Ruth Benedict et Margaret Mead, même si elles n'en récoltent pas la gloire. Voilà. Voilà. À l'époque où c'était très
Mathieu, On n'avait pas le droit d'être une femme et une chercheuse, enfin une femme mariée et chercheuse universitaire. D'ailleurs, elles ont tous les deux divorcé de leur mari, elles se sont mises ensemble. Voilà. Mais du coup, j'en profite parce que je voulais vous parler des femmes en anthropologie, parce que c'est un des seuls domaines scientifiques où il y a toujours eu autant d'hommes que de femmes, que ce soit sur le terrain ou dans les études à l'université. Bon, en tant que chercheuse, étant donné qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants ou d'être mariées, un peu moins, mais en tout cas dans les études, complètement. Elles ne sont pas énormément représentées face au grand public, mais quand on travaille en anthropologie, en fait, ça va. Enfin, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps, alors que ça fait plus de 10 ans que je travaille sur l'anthropologie, et il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que j'avais une parité à peu près établie, et que je me suis jamais dit, tiens, je travaille que sur des hommes, ou... non, pas vraiment en fait. Donc, c'est assez cool. Et selon Martine Segalen, c'est lié à l'aspect un peu hors cadre, en fait, de cette science qui a été un peu longtemps considérée comme marginale. Mais surtout, en vrai de vrai, si les femmes ont beaucoup leur place en anthropologie, c'est grâce au sexisme occidental, quelque part. Parce qu'on se disait que dans toutes les populations de sauvages, où les distinctions genrées sont très importantes, comme si chez nous elles ne l'étaient pas du tout, les femmes pourraient parler aux femmes pendant que les hommes pourraient parler aux hommes, et qu'il y aurait un rapport différent pour les autochtones s'ils étaient face à des femmes ou face à des hommes. Ça a été vrai pour une personne, voilà, Catherine Berndt, avec les aborigènes, mais on est quand même en 1960, donc les aborigènes, à ce moment-là, ils ont quand même globalement compris la société occidentale et tout ça. Et j'espère ne rien vous apprendre quand je vous dis que le genre est une construction sociale et que donc dans la plupart des sociétés extra-européennes, les anthropologues qui faisaient du terrain n'étaient pas considérés comme des hommes ou des femmes, mais comme des blancs. Point. À propos d'anthropologie de terrain, du coup, vu qu'on en est. On revient à nos courants de pensée de tout à l'heure, là, et il y a eu l'évolutionnisme, et donc après ça, il y a des nouveaux courants qui sont nés. Donc on va voir les culturalistes, les fonctionnalistes, les diffusionnistes, les structuralistes, etc. Et on s'écarte, on s'émancipe totalement des sciences naturelles. Durkheim a démontré que le social ne se travaille que par le social, et on se rend surtout compte qu'on a des prismes de lecture de la réalité, que du coup on ne veut pas, et on va essayer de développer des méthodes de terrain pour être le moins possible ethnocentriste spontanément, comme on a toujours pu l'être. Et c'est là qu'un gars arrive avec un super concept toujours utilisé, c'est lui ici, mais c'est aussi lui ici, et il s'appelle Bronisław Malinowski, et il a inventé, entre guillemets, ce qu'on appelle l'observation de terrain participante. Malinowski, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne faut pas oublier de se prendre en compte lorsqu'on étudie une population, qu'on fait partie du contexte, qu'on n'est pas omniscient, et que du coup, pour pallier à notre prisme inconscient, difficile à maîtriser, et tout ça, il faut s'intégrer un maximum. Et donc son truc, à Malinowski, ça a été de vivre avec des autochtones, mais pas vivre 3 mois, vivre définitivement, potentiellement. Et de participer aussi à toutes les activités. En fait, de tout faire pour devenir un local, concrètement. Après, ce monsieur, il a une histoire un peu particulière, et je vais vous la raconter. Je ne sais pas si vous l'avez deviné à son petit nom, mais c'est un Polonais. Où il vit, il y a un petit problème de distinction des frontières en Europe de l'Est, et donc officiellement, c'est un ressortissant austro-hongrois. Bref, il fait une thèse d'anthropologie en 1916 après avoir étudié la physique, parce que c'est un truc de Polonais, visiblement, la physique, et il part en Australie pour faire du terrain de recherche. Sauf que pendant ce temps-là, ça commence à être chaud patate en Europe pour quiconque viendrait d'Europe de l'Est, et Malinowski se retrouve bloqué en Australie. Qu'à cela ne tienne, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer cette affaire, et Bronisław, d'ailleurs ça se dit Bronisław, enfin bref, on s'en fout, s'installe avec les autochtones des îles Trobriand, et dans sa tête, c'est potentiellement pour toujours. Pendant ce temps-là, il écrit des trucs sur les populations avec lesquelles il est en train d'apprendre à vivre tant bien que mal, parce que c'est quand même des populations qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Europe de l'Est, et sortira de là un ouvrage majeur, fondamental encore à l'heure actuelle pour l'anthropologie, qui s'appelle
les Argonautes du Pacifique occidental. En vivant avec eux, Malinowski il a compris plein de choses qu'on n'avait pas encore su voir ou comprendre, comme par exemple ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, le système de la Kula, qui est un système économique très complexe qu'on retrouve sur les îles du Pacifique. Donc c'est des échanges qui se font de communautés ou avec les voisins ou même d'île en île. Et en fait, ce sont des échanges économiques, mais sans caractère commercial. Donc, des gros capitalistes comme nous n'auraient jamais compris le truc. Voilà. Et en fait, les gens vont s'échanger des sulawa, donc c'est les colliers rouges, avec des moalis, c'est les bracelets blancs, les uns contre les autres. C'est là que c'est compliqué. Les objets doivent être constamment en circulation. Il y a un petit schéma là, on ne voit rien du tout. Tac. Donc les sulawa là-haut et les moalis en bas. Donc les objets doivent être constamment en circulation, c'est-à-dire que A donne un bracelet à B et B donne un collier à A, toujours dans le même sens, les colliers dans le sens des aiguilles d'une montre et les bracelets dans l'autre sens. La valeur de ces échanges, si ce n'est pas une valeur commerciale, c'est parce qu'en fait c'est une valeur cérémonielle, d'honneur, très politique. Et une petite cérémonie de Kula. Et les relations en fait peuvent rester stables entre toutes les populations de Mélanésie et de Polynésie, que ce soit dans l'intimité, dans la famille, comme avec d'autres États. Tant que les obligations d'échange vont être respectées. Et la Kula, finalement, ça a permis de comprendre l'importance de la réciprocité dans la vie sociale polynésienne. Et d'avoir compris le fonctionnement de ce genre de système économique, ça a permis de comprendre qu'il y avait des économies qu'on ne pensait pas comme telles, à ouvrir la voie à l'anthropologie économique. Et on dit merci Malinowski. Voilà. Alors, je vais encore revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait d'être un homme ou une femme dans une société et que c'était socialement construit. Dans la plupart du monde, on rencontre ce qu'on va appeler des rites de passage à l'âge adulte, au moment où on atteint la puberté sociale. C'est pour ça que je vous ai mis des petits enfants qui, j'espère, vont bien. C'est-à-dire au moment où notre société considère qu'on doit devenir adulte. Et c'est souvent ça qui va faire qu'on va être vu comme un homme ou une femme. Mon directeur de recherche, il a travaillé en Polynésie chez les Barouya. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces populations-là. Il faut savoir que c'est des sociétés qui sont extrêmement marquées par la division sexuée de la vie, du travail, etc. Et l'agencement géographique des lieux où vivent les Barouya est construite en fonction de la construction sexuelle de chacun. Donc, c'est-à-dire que en haut des îles, il va y avoir les hommes initiés. Un peu plus bas, il va y avoir les hommes en cours d'initiation. Au milieu de l'île, il va y avoir les neutres. Donc, les enfants, les serviteurs, on va dire, ou les étrangers. Ensuite, on va avoir les femmes. Et alors, en bas, au bord de l'eau, les femmes en période de menstruation. La catastrophe. Et donc les non-sexués, entre guillemets, ceux qui n'ont jamais fait leur rite de passage à l'âge adulte, donc qui ne sont pas distingués en tant qu'hommes ou femmes, ce sont pour la plupart les enfants, mais typiquement, mon directeur de recherche, il vivait dans les cabanes des enfants et des serviteurs, par exemple. En fait, il y a des gens dans les sociétés, donc la plupart du temps c'est des enfants, mais il y a des gens dont le but, ce n'est pas qu'ils se reproduisent. Leur travail, ça va être autre chose, socialement. Et du coup, ils vivent, en l'occurrence chez les Barouya, dans des cabanes au milieu de l'île. Après, typiquement, mon directeur de recherche, dans cette anecdote-là, il aurait pu passer son rite de passage à l'âge adulte, ça aurait pu se négocier à force d'intégration et d'observation participante, etc. Mais en l'occurrence, ce n'était pas intéressant parce que ça ne valait pas le coup pour lui d'être identifié à aucun des deux groupes à ce moment-là, j'imagine. Et puis, il y a aussi des fois où on n'est pas conditionné physiquement ou mentalement pour vivre certains rites de passage. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ah oui, des fourmis là. Ouais. Chez les Satere Mawe, donc dans la forêt d'Amazonie, les jeunes hommes vont devoir porter 20 fois de suite, pendant environ 10 minutes à chaque fois, ces gants remplis de fourmis balles de fusil dont les morsures sont ultra douloureuses. Voilà.
Et déjà, vous voyez, ça c'est les mains remplies de poison à la fin d'une cérémonie. C'est pas des tatouages, ça, c'est du poison. Ouais, ouais. Donc du coup, déjà, eux-mêmes, les jeunes Sateremawe, on va voir plein d'évanouissements, des périodes de récupération qui vont durer des mois, etc. Et typiquement, il y a des gens avec un petit problème d'orgueil ethnocentriste, comme ce comédien australien qui s'appelle Hamish Blake et qui a l'air très heureux, là, hein, tout de suite, qui a voulu tenter l'expérience pour faire des vidéos sur Internet. Voilà, un petit peu trop sûr de sa virilité si évidente en Occident, il pensait qu'elle allait l'être tout autant au fin fond de la forêt d'Amazonie. Bon, bah, ça a très mal fini pour lui. Hein. Voilà. Arrêt cardiaque. Quoi d'autre? Hospitalisation prolongée, paralysie, la totale. Voilà. Voilà. Bon, bref, c'était super. Parce que nos corps ne sont pas conditionnés pour vivre des trucs comme ça. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit un peu ce que j'allais vous dire aujourd'hui, j'ai un petit peu hésité à partir sur ce sujet, en fait, sur le rapport entre le physique, enfin presque le biologique, j'ai envie de dire, et le culturel, dans le sens où il y a énormément de choses qui sont construites culturellement et beaucoup plus que ce qu'on croit, comme par exemple nos capacités à résister à la douleur, mais aussi des trucs beaucoup plus communs comme le sommeil ou l'alimentation, ou la crise d'adolescence, qui est une idée construite en fait. Et tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus culturelles qu'on ne veut bien le penser. Mais on ne peut pas tout aborder, donc venez sur YouTube, voilà. Ça, on en parlera. Et l'anthropologue qui a officiellement théorisé donc, les rites de passage et qui a fait consensus, c'est ce petit monsieur qui s'appelle Arnold van Gennep, avec un bouquin qui s'appelle « Les rites de passage ». Voilà. Concrètement, un rite de passage, ça va être un changement de statut social ou sexuel, donc, d'un individu, et ça permet de passer d'un rôle indifférencié, que ce soit socialement ou sexuellement, à un rôle déterminé. Et un rite, en fait, ça va être un temps qui est différent de l'ordinaire, mais qui va réorganiser la vie ordinaire. Et en fait, il y a 3 étapes dans un rite de passage. Donc d'abord, on va s'isoler du groupe, ensuite, on va être marginalisé du groupe, et ensuite, on va réintégrer le groupe avec notre nouveau statut. Et il y a des rites de passage dont le principe est de modifier le corps pour que ce soit visible qu'on est un adulte. Et là, du coup, je voulais vous parler des hommes crocodiles, ouais, bon ça c'est l'anthropologue, bon c'est pas grave, les hommes crocodiles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et là d'ailleurs, ça c'est un anthropologue qui a fait ce rite de passage, il s'appelle Lars Krutak et est costaud, voilà, pendant ces années de terrain. Donc, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le long du fleuve Sepik, on rencontre énormément de sociétés différentes, avec genre, je crois qu'il y a 90 langues différentes, 90, pardon, étalées sur plus ou moins 1000 km à peine. Mais toutes ont quelque chose en commun, toutes ces sociétés, c'est qu'elles doivent cohabiter avec le crocodile, qui est ultra présent dans cette région du monde, et particulièrement dans le fleuve Sepik. Comme c'est un être très présent dans la vie courante, et ben c'est aussi un être qui va se retrouver très présent dans les cosmogonies, dans les croyances, dans les mythes, dans les légendes des populations locales. C'est souvent le cas, en Amazonie c'est plutôt le jaguar, enfin bon, voilà. C'est aussi un animal qui va être souvent vénéré, et bon, c'est un truc qui est vraiment très courant chez les peuples, soit animistes, soit totémiques. Ils vont souvent vénérer le grand prédateur aux côtés duquel ils doivent cohabiter. Donc, je vous ai dit le jaguar en Amazonie, il y a aussi le tigre en Inde et tout ça. Et parmi ces sociétés, il y a les Yatmuls, chez qui les garçons doivent se faire scarifier le dos et le torse pour donner à leur peau l'apparence d'écailles de crocodile, en guise de rite de passage à l'âge adulte. Voilà. Traditionnellement, les scarificateurs, ça va être les oncles maternels du futur garçon. Les scarifications se font dans la maison des hommes, qui sont des lieux sacrés réservés aux initiés. Ça va durer environ 10 heures, et puis les plaies seront réouvertes par au moins 3 fois pour que ça marque bien. C'est encore un peu douloureux. Voilà. Voilà, ça pisse le sang un peu.
Et en fait, ça, c'est juste le début de la construction sociale de l'homme adulte. Parce que pendant les mois qui vont suivre, on va apprendre aux initiés, en fait, les codes qui font qu'ils seront des hommes. Donc, il va y avoir des trucs de magie, comment on fait des enfants, plein de choses comme ça. Et quelques mois plus tard, à terme de cet apprentissage, il y aura une espèce de nouvelle grande cérémonie de libération des initiés qui vont retourner dans leur vie normale, mais du coup sous leur nouveau statut. Voilà. Et maintenant, ils vont avoir le droit de faire de la magie et des enfants. Et ce rite de passage, il a une puissance symbolique gigantesque, pas seulement parce que c'est très visible et parce que c'est un rite de passage, et pas seulement parce que ça fait mal et tout, mais parce que ça fait couler le sang. Et le sang, c'est l'élément symbolique le plus fort et partagé par absolument tous les êtres humains. Et chez les Yatmuls, par exemple, les scarifications, pour faire de sa peau une peau de crocodile, en fait, elles permettent surtout de se purger de son sang, et donc de ne plus avoir son sang d'enfant, et donc de ne plus avoir le sang de sa mère. Un peu ça l'idée. Et ça, c'est des Yatmuls actuellement, parce que ça, c'est des photos faites par un mec qui s'appelle Jimmy Nelson et qui aime bien l'exotisme. Mais en fait, ils ressemblent à ça, hein, les Yatmuls. Hein. Voilà. En vrai de vrai. Chez nous aussi, il y a des rites de passage qui font couler le sang. Voilà. Et je ne vous parle pas de trucs bizarres, de pacte de sang ou de trucs involontaires ou quelque chose. Je vous parle de quelque chose que 38% des Européens ont vécu. Voilà. Ouais. Statistiquement, ici, normalement, il y en a quelques-uns. Donc effectivement, c'est le tatouage. Et donc la première chose, je ne sais pas si c'est une idée reçue qui est établie ou pas, mais le tatouage, ça ne vient pas de Polynésie. Il y a des momies tatouées absolument partout sur Terre. Et la plus vieille qu'on a, il me semble, elle a été trouvée en Autriche. C'est Odzi. C'est que le mot tatouage, en fait, qui vient de Polynésie. Et en fait, moi, pour mon mémoire de recherche, donc avant ma thèse, j'ai travaillé sur un terrain local, et donc j'ai travaillé sur le tatouage en France. Parce que c'est pas quelque chose d'exotique, le tatouage, ni même avec des origines exotiques. Et au-delà, même, voilà, un ancien tatouage un peu cool. Et au-delà du tatouage, d'ailleurs, toutes les sociétés ont pratiqué la modification du corps, et depuis toujours. Et en fait, c'est important parce que le corps, on a l'impression que c'est un objet privé, mais en fait, c'est l'objet qui est le plus destiné à l'appréciation d'autrui et au regard d'autrui, et on se construit par notre corps, et donc on se construit par comment les autres nous voient et ce qui nous renvoie de nous-mêmes. Donc en fait, c'est l'objet le plus public qui soit, finalement. Et c'est par notre apparence qu'on se présente et donc qu'on se représente. Et quoi que vous en pensiez, notre identité, elle est façonnée par le contact avec les autres. Ça, c'est assez certain. Alors, il est évident que c'est un objet, notre corps, dont on va s'emparer, qu'on va modifier, ou qu'on va choisir d'ailleurs de ne pas modifier. Mais en fait, c'est un objet qui ne va jamais rester neutre. Et il va y avoir des modifications qui vont respecter, on va dire, la norme, comme la chirurgie, ou alors des choses qui sont réversibles, comme couleur de cheveux, du maquillage et tout ça. Et ce sont des choses qui sont beaucoup plus banalisées que le tatouage, alors que ce sont des pratiques qui sont beaucoup plus récentes, finalement. La chirurgie... L'exemple de la chirurgie, il est vachement bien, parce que c'est aussi une modification a priori irréversible qui est beaucoup plus récente que le tatouage et qui pose beaucoup moins polémique, sauf quand c'est fait à outrance, évidemment, que le tatouage. Le tatouage, ça fait un peu parler... Enfin, tout le monde a une opinion, en fait, sur le tatouage. J'en veux pas, pourquoi ça ouvre toujours la porte à des conversations, à des débats. Je suis pour, je suis contre et tout. Et moi, c'est un peu là-dessus que je me suis posé la question quand j'ai fait mes recherches. Mais c'est parce que je pense que le tatouage, il se veut visible. Il est volontairement visible, à l'inverse donc de la chirurgie, qui, si elle est bien faite, se veut invisible. Et c'est un engagement qui est en théorie indélébile et irréversible. Et pour nous, c'est extrêmement paradoxal parce qu'on est dans une société qui s'intéresse à créer du jetable, du consommable, du réversible et du désengagement. Et la chirurgie ne l'est pas en théorie, mais elle n'est pas visible, donc elle peut s'intégrer dans cet univers-là. En revanche, le tatouage, il est clairement visible, et donc ça interpelle, et tout le monde va avoir un avis sur ce genre de pratique.
En plus, c'est une pratique humaine qui fait appel à énormément d'éléments symboliques. Hein. Donc, on a dit tout à l'heure, donc il va y avoir le sang. Quand on dit éléments symboliques, c'est des actions qui vont avoir une charge symbolique qui ne sont pas anodines, alors que potentiellement elles pourraient l'être, mais on a l'impression qu'elles ne le sont pas vraiment en tant qu'action, quoi. Le tatouage, par exemple, il va nécessiter le feu et le métal, il va mettre en scène le sang, qui pour le coup est un des éléments les plus forts, qui a un statut ambigu en plus, à la fois positif et négatif, qui évoque en plus le champ de la douleur, etc. Le tatouage, c'est aussi la création d'un orifice dans le corps, dans le sens où ça crée un seuil d'entrée non naturel d'une matière extérieure, donc ça crée une zone de vulnérabilité dans le corps. Le tatouage, ça implique aussi le dépassement des limites, donc des limites de sa douleur, mais aussi des fois des limites dans le sens de l'excès. Et enfin, oui, le tatouage fait appel à la douleur, et quand même, tous ces symboles-là, ils ont une connotation qui est très négative. Et si je vous dis que le tatouage est un rite de passage, c'est parce qu'il mobilise les 3 éléments définis par Van Gennep tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque tatouage, on va changer un peu son identité. Et être tatoué, ça implique des changements de posture. Par exemple, si on veut montrer ou cacher, ou des conversations pour expliquer. Et en fait, après s'être fait tatouer, on s'intègre dans le monde, mais sous une nouvelle identité et sous une nouvelle version de soi. Donc c'est littéralement un rite de passage. En plus effectué par un professionnel, ça dépend, mais voilà. Et au final, sur le tatouage, il y a un truc qui est important, je pense, à noter, c'est qu'il n'y a pas de différence dans les manières de vivre le tatouage entre des sociétés qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, avec nos sociétés occidentales et modernes, enfin notre, parce qu'en fait on n'en a qu'une seule. Parfois, ça va être pour inscrire une généalogie, des valeurs, etc. Et puis parfois, ça va juste être pour faire joli. Et cette idée de pour faire joli, on la retrouve dans des sociétés qu'on considère plus traditionnelles, comme les vieilles femmes inuites qui ont le visage tout tatoué. Quand on leur demande pourquoi elles se tatouent le visage, elles disent parce qu'on voit que ça chez moi et que c'est joli. Donc voilà. Dernier point qui me semble important dans le... Je ne sais pas si j'ai mis d'autres images. Non, j'en ai pas mis d'autres. Dans le tatouage, c'est l'aspect du contrat personnel. C'est peut-être ça une des grandes différences entre le tatouage d'ailleurs, on va dire, et le tatouage occidental. Parce que donc, dans tous les cas, on va retrouver cette idée d'inscrire, comme je l'ai dit, hein, une valeur, une généalogie, une croyance, une appartenance et tout ça. Mais dans notre cas à nous, on constate que la valeur engagement disparaissant de nos vies quotidiennes, le tatouage interpelle et fascine de plus en plus. Et en fait, le tatouage, il pourrait être comme un moyen de signer un contrat, d'avoir un engagement au moins personnel face à tous les engagements qui deviennent faciles à dissoudre et qu'on nous apprend, même scolairement, à dissoudre. Et l'être humain, en anthropologie, un des autres points communs entre tous les êtres humains, c'est qu'il a quand même besoin de pas mal de constance. Voilà. C'est un sujet, le tatouage, dont je pourrais parler pas mal, puisque j'ai bossé quand même 2 ans dessus. Mais honnêtement, je travaille sur un bouquin qui va vulgariser mon mémoire de recherche, donc je garde ça pour ça. Voilà. Et donc je vais conclure en vous disant qu'on aurait pu parler de plein d'aspects de l'anthropologie, parce que l'anthropologie, elle déconstruit tout, c'est même pas nos illusions, mais nos visions de plein de choses. Mais voilà, j'ai essayé d'écrire un truc qui durait pas trop longtemps, et où on reste certes très en surface, on n'a abordé aucun concept bien profondément, mais je voulais juste exposer ce que c'était que l'anthropologie en très grande ligne, ce que je fais, et puis bien sûr vous pouvez aller fouiller la chaîne YouTube, toutes les références surtout que je mets sous toutes les vidéos, parce que concrètement moi aujourd'hui je ne suis plus une anthropologue spécialisée sur un sujet. Moi j'ai étudié l'anthropologie esthétique et l'anthropologie du corps, mais du coup j'ai quand même les clés pour lire les autres travaux. Et donc concrètement, ce que je fais pour mes vidéos, c'est me rebouffer des centaines et des centaines de travaux pour écrire mes scripts. Mais du coup, si on veut approfondir un sujet, il suffit d'aller regarder dans les barres de description, parce que je mets toujours tout ce que je vais chercher. Voilà, et je crois que c'est bon, c'est tout. Merci à tout le monde.